Un garçon de 9 ans s'enfuit de chez lui, portant sa petite sœur dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Il se précipite chez son voisin, désespéré d'obtenir de l'aide. Lorsque la voisine se rend compte de ce qui se passe, elle appelle immédiatement la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La porte du placard grinça alors que Jacob l'ouvrait pour la 3e fois, espérant avoir, d'une manière ou d'une autre, négligé un peu de nourriture. Ses doigts fins effleurèrent le bas de l'étagère vide, ne recueillant que de la poussière. À 9 ans, il devait se mettre sur la pointe des pieds pour bien voir à l'intérieur, vacillant légèrement sur le comptoir en stratifié ébréché, qui avait connu des jours meilleurs, il y a longtemps. Jacob. La voix douce de Janet, sa sœur de 6 ans, parvint de l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle serrait contre elle son vieux pingouin en peluche usée. « J'ai faim. » Jacob se tourna pour la regarder. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre sale, projetant de longues ombres sur ses cheveux en bataille. Elle ne s'était pas plainte ce matin, quand il n'y avait pas d'eau chaude pour leur douche. « Je sais, Janet, je regarde, » dit-il, sa voix portant une patience qu'aucun enfant de 9 ans ne devrait avoir à développer. L'horloge de la cuisine indiquait 18h43. Son tic-tac régulier rappelait un autre jour de plus où leur mère n'était pas rentrée à la maison, 3 jours déjà, la période la plus longue jusqu'à présent. L'appartement était devenu plus froid à mesure que la soirée avançait. Jacob avait trouvé l'avis de coupure de gaz chiffonné derrière le canapé, exactement à l'endroit où leur mère l'avait probablement jeté. Il ne comprenait pas tous les mots, mais le « dernier avis » écrit en gros caractères rouges lui en disait assez. Il descendit du comptoir et ouvrit le réfrigérateur, bien qu'il sache déjà ce qu'il allait y trouver, une demi-bouteille de ketchup, du lait caillé, une pomme unique et ratatinée qui était loin d'être fraîche. La lumière intérieure, faible, clignotait, et il se demandait combien de temps il leur resterait avant que le courant ne soit coupé lui aussi. On pourrait partager la pomme, suggéra prudemment, mais avec espoir, Janet. Elle essayait toujours d'aider, même quand elle ne pouvait pas faire grand-chose. Jacob sentit ce serrage familier dans sa poitrine, celui qui apparaissait chaque fois que Janet essayait de le convaincre que tout irait bien. « Non, tu la manges », dit-il en attrapant la pomme et en la frottant contre sa manche avant de la lui donner. « J'avais ces biscuits que Madame Teresa nous avait donnés au déjeuner. Tu te souviens ? C'était un mensonge, mais il fallait bien que ce soit vrai. » Il avait donné ces biscuits à Janet il y a quelques heures, alors qu'elle était assise à la petite table de la cuisine, prenant de petits morceaux minutieux de la pomme pour la faire durer. Les pensées de Jacob dérivèrent vers leur mère, Vanessa. Il se souvenait quand elle peignait ses mains couvertes de couleurs vives, riant dans l'appartement qu'ils occupaient avant de déménager ici, avant Salamon, avant les aiguilles qu'ils trouvaient parfois dans la salle de bain, avant qu'elle ne commence à disparaître pendant des jours, partant avec de vides engagements de revenir avec de la nourriture et des cadeaux. La température chutait encore à mesure que la nuit tombait. Jacob avait rassemblé toutes les couvertures sur le lit de Janet, créant une sorte de nid. La plupart étaient fines et usées, mais l'une d'elles était encore bonne, une épaisse couverture en polaire bleu que leur voisine, la docteure Karen Rivers, leur avait donnée à Noël dernier. Ils l'avaient cachée à leur mère, de peur qu'elle ne disparaisse comme tant d'autres choses. « C'est l'heure du coucher, Janet », dit-il en la regardant s'enrouler soigneusement dans la pomme, le cœur serré, rappelant qu'ils avaient appris très tôt à ne pas laisser traîner les déchets, car si les cafards arrivaient, les choses empireraient. « Tu veux me raconter une histoire ?» demanda Janet pendant qu'il l'aidait à enfiler son pyjama le plus chaud, celui avec juste un petit trou au genou, celui qui parlait de la famille de pingouins. Jacob réussit à esquisser un sourire en l'abordant. Il était une fois une famille de pingouins qui vivait dans la partie la plus chaude de l'Antarctique, commença-t-il, laissant les mots venir facilement. Il avait inventé cette histoire des mois auparavant, lors d'une autre nuit sans chauffage. Ils avaient des plumes magiques qui les gardaient au chaud, peu importe le froid. Il continua de raconter l'histoire jusqu'à ce qu'il remarque que la respiration de Janet s'était ralentie, devenant régulière et profonde, mais le sommeil véritable tardait toujours à venir. L'appartement était si froid que son souffle formait de petits nuages dans la lumière faible de la lampe de rue filtrant à travers la fenêtre. Même enveloppée dans des couvertures, Janet tremblait dans son sommeil. C'est alors qu'il se décida, se déplaçant avec précaution pour ne pas la réveiller. Jacob se leva et alla vers le placard où il avait caché la couverture bleue. Contrairement à la plupart des choses dans leur maison, elle était propre. Il la drapa doucement sur Janet. Elle bougea légèrement mais ne se réveilla pas. Avec une détermination silencieuse, il la souleva de nouveau dans ses bras, surpris de la légèreté dont elle faisait preuve.
Le couloir devant leur appartement était plongé dans l'ombre, une lumière fluorescente vacillante bourdonnait faiblement au-dessus de la tête. L'appartement du docteur, celui de la docteure Rivers, se trouvait à seulement 4 portes, mais pour Jacob, cela semblait être la plus longue marche de sa vie. Il l'avait vue la veille, rentrant chez elle, les sacs d'épicerie à la main. Elle lui avait souri, comme elle le faisait toujours. Parfois, elle leur donnait des biscuits et ne posait jamais de questions sur leur mère lorsqu'elle n'était pas là. Le cœur de Jacob battait fort alors qu'il se tenait devant la porte marquée 4B. Le souffle léger de Janet contre son cou, il rassembla son courage. Il ne pouvait pas passer une autre nuit dans le froid, il ne supportait pas de voir Janet frissonner encore. Il frappa à la porte, d'abord doucement, puis plus fort pour qu'elle entende. Il entendit des mouvements à l'intérieur, des pas doux approcher, tandis que la serrure cliquetait et que la porte s'ouvrait lentement. Jacob serra son emprise sur sa petite sœur, pour la première fois depuis longtemps, il se laissa aller à pleurer. La docteure Karen Rivers avait vu beaucoup de choses en ses 40 ans en tant que psychologue pour enfants, mais la scène qui l'accueillit sur le seuil de sa porte, ce soir d'hiver, ne l'abandonnerait jamais. Jacob Graham, le garçon qu'elle avait vu s'amincir au cours de l'année écoulée, se tenait là, serrant sa petite sœur comme si elle risquait de disparaître, ses larmes traçant des sillons nets sur ses joues sales. « Ils nous ont coupé le gaz », réussit-il à dire, la voix se brisant, et Janet n'a pas bien mangé depuis des jours. Le cœur de la docteure Rivers se serra lorsqu'elle ouvrit grand la porte, laissant la chaleur de l'intérieur se répandre dans le couloir. Elle remarqua la façon dont Jacob se penchait instinctivement vers cette chaleur, tel un végétal tendu vers la lumière du soleil. « Entrez, mon chéri, » dit-elle doucement, prenant soin de ne pas les effrayer. « Allons te réchauffer. » L'appartement de la docteure Rivers était tout ce que le leur n'était pas, chaud, propre et ordonné. Des bibliothèques du sol au plafond bordaient les murs, leur dos coloré formant un arc-en-ciel. Une bouilloire sifflait sur la cuisinière et l'odeur légère de biscuits au gingembre fraîchement cuit flottait dans l'air. Elle s'apprêtait à se servir une tasse de thé lorsqu'elle entendit frapper à la porte. Jacob entra à peine, tenant toujours fermement Janet. La petite fille bougea dans ses bras, ses yeux papillonnant d'éveil. « Do Rivers », murmura-t-elle en se réveillant, reconnaissant leur voisine. « Votre maison sent bon, merci, Janet », répondit la doctoresse d'une voix posée, malgré les émotions qui menaçaient de la submerger. « Voudriez-vous vous allonger sur mon canapé ? Il est vraiment confortable. » Jacob hésita avant de s'avancer vers le canapé moelleux brun. Avec le plus grand soin, il déposa Janet doucement, l'enroulant dans la couverture bleue. La doctoresse remarqua la légère tremblote dans ses mains ainsi que la façon dont ses yeux ne cessaient de jeter des coups d'œil vers la porte, comme s'il craignait que quelqu'un ne vienne les arracher. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-elle en se dirigeant déjà vers la cuisine. « Hier, je crois, » répondit incertainement Jacob, « mais Janet a mangé une pomme aujourd'hui. » La docteure Rivers ouvrit le réfrigérateur et en sortit du pain, du fromage et du jambon pendant qu'elle préparait les sandwichs, gardant un œil sur le garçon. Jacob resta près du canapé, sa main reposant de manière protectrice sur l'épaule de sa petite sœur, tout son corps tendu tel un ressort comprimé. « Est-ce que ta mère est revenue ?» demanda doucement la doctoresse, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Cela fait 3 jours, » murmura Jacob. « Elle est partie avec Walter, elle avait dit qu'elle reviendrait avec de la nourriture. » Sa voix se durcit, teintée de ressentiment. « Il n'apporte jamais rien, juste des ennuis. » La docteure Rivers déposa une assiette de sandwich sur la table basse, accompagnée d'un verre de lait. « Mange, Jacob, tu as besoin de force, » dit-elle, comme s'il attendait une permission. Le garçon se jeta sur la nourriture, prenant soin de ne pas réveiller Janet. La doctoresse observa qu'il mangeait avec l'urgence de quelqu'un qui ne sait pas quand son prochain repas viendra. Elle avait déjà vu cela dans sa pratique, mais elle ne s'y habituait jamais. Pendant que Jacob mangeait, la doctoresse prit une décision. Elle saisit son téléphone et se dirigea vers son bureau, laissant la porte entr'ouverte pour pouvoir surveiller les enfants. Après la 2e sonnerie, une voix répondit. « Michel ? C'est Karen, j'ai besoin que tu viennes dans mon appartement, maintenant, » dit-elle d'un ton bas, expliquant la situation. À son retour dans le salon, Jacob avait fini de manger et était assis par terre près du canapé, le dos appuyé contre lui, une main posée sur la couverture de Janet. Ses yeux méfiants suivaient chacun de ses mouvements, lourds d'épuisement. « J'ai appelé quelqu'un qui peut t'aider, » dit-elle en s'asseyant en face de lui. « C'est l'officier Rogers, et elle est spécialisée dans l'aide aux enfants en situation difficile. » Le visage de Jacob se remplit de panique. « Est-ce qu'ils vont nous séparer ?
Est-ce qu'ils vont nous emmener dans des endroits différents? S'il te plaît, je peux m'occuper de Janet, nous avions juste besoin d'un endroit où rester ce soir, à cause du froid. Respire profondément, interrompit doucement la doctoresse. Personne ne va vous séparer, je ne le permettrai pas, mais vous avez besoin de plus qu'un simple endroit chaud pour une nuit, tu ne penses pas? La lèvre inférieure de Jacob trembla et des larmes lui montèrent aux yeux. Ma mère essaie parfois, murmura-t-il, quand Walter n'est pas là, mais ensuite il revient et... Sa voix s'éteignit, son regard se baissa vers sa sœur endormie. Ce n'est pas à toi de jouer le rôle de père pour Janet, Jacob. Tu as 9 ans, tu devrais jouer, aller à l'école et être un enfant. Quelqu'un doit s'occuper d'elle. Un coup à la porte les fit sursauter tous les deux. La doctoresse se leva, se déplaçant avec précaution, ne détournant jamais les yeux de Jacob. C'est l'officier Rogers, le rassura-t-elle, elle est là pour nous aider à trouver une solution. D'accord, dit Jacob, tu as été vraiment courageux de venir me demander de l'aide. Je te promets que les choses iront mieux. Lorsque la doctoresse ouvrit la porte et vit le visage aimable de l'officier Rogers, elle remarqua que Jacob se raidissait, ses petites épaules se redressant. À cet instant, il paraissait à la fois plus jeune et plus vieux que ses 9 ans, un enfant forcé de grandir trop vite, demandant de l'aide de la seule manière qu'il connaissait. La nuit à venir serait longue, remplie de questions silencieuses et de réponses difficiles, mais pour l'instant, dans l'appartement chaud de la docteure Rivers, 2 enfants étaient en sécurité, et parfois, comme l'expérience lui avait appris, c'était suffisant pour commencer. Félix Morrison était assis dans son bureau au service de protection de l'enfance à Houston, entouré de piles de dossiers sur les frères et sœurs Graham. Il travaillait depuis 16 heures d'affilée, reconstituant une histoire de négligence qui allait bien plus loin que ce que quiconque avait remarqué ou voulu voir. La lumière du matin filtrait à travers les stores poussiéreux alors que Félix étalait quelques dossiers scolaires sur son bureau. L'assiduité de Jacob racontait sa propre histoire, absence fréquente, retard constant, des notes indiquant qu'il s'endormait en classe et pourtant, malgré tout, ses professeurs avaient remarqué son intelligence remarquable et son aptitude à maintenir ses notes. Comment fait-il, lui, murmura Félix en passant un doigt sur son bulletin. Un coup à l'encadrement de la porte le fit lever les yeux. L'officier Michel Rogers se tenait là, les cercles noirs sous les yeux lui rappelant ceux de Félix. « J'ai apporté quelque chose », dit-elle en déposant une épaisse chemise de dossiers sur le bureau. Des dossiers médicaux, aucun d'eux n'avait fait l'objet d'un bilan depuis plus de 2 ans, à l'exception de quelques visites aux urgences, dit-elle en serrant la mâchoire. Janet a été traitée pour malnutrition il y a 3 mois, ajouta-t-elle. Leur mère disait que ce n'était qu'un contretemps financier temporaire. Félix ouvrit le dossier et parcourut rapidement les documents. Voici le docteur Murray, à l'hôpital général de Houston. Il avait demandé un suivi, mais Vanessa n'est jamais revenue avec Janet pour le rendez-vous. Le téléphone de Félix vibra. C'était la conseillère scolaire de la docteure Rivers qui venait d'envoyer quelque chose. « Tu vas vouloir voir ça, dit-elle. » 20 minutes plus tard, ils se réunirent dans le bureau de Félix, regardant fixement un seul dessin qui en disait long. C'était quelque chose que la conseillère scolaire avait conservé d'une séance avec Janet, il y a 3 semaines. L'image montrait 2 bonshommes en bâton, l'un plus grand, l'autre plus petit, seuls dans ce qui ressemblait à une pièce sombre, s'emparant en vue une représentation typique de l'abandon. Les ombres, la façon dont ils s'accrochent l'un à l'autre, dit la docteure Rivers d'un ton sombre, analysant l'image à travers le prisme de sa psychologie. Janet essayait de dire quelque chose. Félix se tourna vers elle. J'ai retrouvé leur père biologique, Harold Graham. Il vit à San Diego, remarié, avec 2 enfants issus de sa nouvelle épouse. Il n'a versé pas un seul peso de pension alimentaire depuis 5 ans. Incroyable, murmura Michel. Et ce n'est pas tout, continua Félix. Le dossier de Vanessa révèle un schéma. Avant Walter, elle avait eu 2 autres partenaires, tous 2 avec des antécédents criminels liés à la drogue. L'un d'eux, Dylan Navarro, avait été arrêté pour vente de méthamphétamine dans leur appartement, alors que les enfants étaient présents. La docteure Rivers ajusta ses lunettes, se penchant en avant. « Comment vont-ils ce matin ?»« Ils dormaient encore quand je suis parti, » répondit Michel. « Je suppose que la chambre d'amis chez la doctoresse est le premier vrai lit qu'ils ont eu depuis des mois. » La travailleuse sociale se rend cet après-midi à l'appartement de Vanessa pour une inspection, dit Michel. Félix consulta un autre dossier sur son ordinateur. Nous devons localiser Vanessa. Sa dernière adresse connue est le Sunset Motel dans le district nord, déclara Michel. Un cousin de Walter possède l'endroit. Nous irons vérifier, ajouta-t-elle.
La matinée se poursuivit tandis qu'ils construisaient leur dossier. Chaque nouveau document ajoutait une couche supplémentaire à l'histoire, factures impayées, avis d'expulsion d'appartements précédents, plaintes de voisins concernant des visiteurs suspects à toute heure. La traînée de paperasse dressait le portrait de 2 enfants abandonnés par tous les adultes qui les entouraient. À 11 heures, le téléphone de Félix sonna. C'était la travailleuse sociale, plus tôt que prévu. Mademoiselle Morrison, la voix de la femme était tendue, vous devez voir ça. L'appartement est pire que ce que nous craignions. Une demi-heure plus tard, Félix pénétra dans la résidence des Graham, envahi par une puanteur écrasante de négligence. Les placards de la cuisine étaient presque vides, à l'exception de quelques boîtes de conserves périmées. La salle de bain racontait une histoire trop familière, cuillère brûlée, capuchon de seringue dissimulé derrière les toilettes. Mais c'était la chambre des enfants qui peignait le tableau le plus triste. Un seul matelas gisait sur le sol, recouvert de fines couvertures usées, soigneusement disposées dans un coin. Un sac à dos contenait des vêtements pliés avec soin, quelques livres scolaires et un petit paquet de crackers à côté duquel un animal en peluche, les bras tendus, était posé comme un minuscule gardien, à côté d'une tirelire. « C'est notre réserve d'urgence », murmura Michel en suivant Félix dans la pièce. « Regarde comme tout est organisé, dit-elle. » Il essayait de s'accrocher à une certaine stabilité. Félix s'agenouilla à côté du matelas, remarquant comment les couvertures étaient stratégiquement placées pour bloquer le froid venant du mur. Un dessin d'enfant, sans doute réalisé par Janet, était collé à la surface, représentant une famille de pingouins serrés les uns contre les autres. « Le rapport médical vient d'arriver », dit Michel en jetant un coup d'œil à son téléphone. Les 2 enfants sont en insuffisance pondérale. Janet souffre d'une carence en vitamines, et Jacob présente des signes d'insomnie induite par le stress, mais aucune trace de maltraitance physique. Elle ajouta, négligence, mais pas de violence. Tristement. Aussi grave que soit la situation, au moins, il y a cela. Félix se leva, résolu. Nous devons retrouver Vanessa aujourd'hui. Ces enfants ne peuvent pas rester ici. Elle fit une pause, absorbant de nouveau la scène. La docteure Rivers a proposé de les prendre en famille d'accueil temporaire. Elle est agréée, elle les connaît et ils lui font confiance. Rendons cela officiel. En sortant, quelque chose dans la cuisine attira l'attention de Félix et resserra sa gorge. Un calendrier fixé au mur, rempli de notes manuscrites d'un enfant. Tous les quelques jours, une petite étoile avait été dessinée à côté de notes telles que « Maman a souri aujourd'hui » ou « Maman a préparé le petit déjeuner ». Jacob suivait ainsi les bons jours de sa mère, s'accrochant à l'espoir. Félix avait vu d'innombrables cas dans sa carrière, mais ces étoiles, dessinées avec une patience et un désir si poignants, resteraient longtemps gravées en elle. La journée à venir serait longue, remplie de paperasse et de procédures judiciaires, mais une chose était certaine, les jours de négligence pour les enfants Graham étaient terminés. Un nouveau chapitre de leur histoire était sur le point de commencer, et Félix était déterminé à faire en sorte qu'il soit meilleur. Comme Michel l'avait pressenti, ils trouvèrent Vanessa Graham et Walter Gross au Sunset Motel. La scène était tristement prévisible, la pièce était épaisse de fumée de cigarettes, des bouteilles vides étaient éparpillées sur un tapis taché, et une odeur âcre laissait présager quelque chose de bien pire. Vanessa était assise au bord du lit, son visage jadis magnifique désormais émacié et marqué bien au-delà de ses 32 ans, ses cheveux noirs, la même teinte que celle héritée par Janet, tombaient en mèches grasses autour de son visage. À l'entrée, l'officier remarqua ses pupilles dilatées, peinant à se concentrer. « Où sont mes enfants » marmonna-t-elle en essayant de se lever, mais vacillant. « Pourquoi êtes-vous ici » Walter, appuyé contre le mur, semblait tendu malgré son air d'indifférence. Bien qu'il ait la trentaine, il paraissait plutôt avoir 50 ans, sa peau marquée par des années d'autodestruction. Ses yeux passaient en regard entre les bureaux et la salle de bain, selon Félix, il avait tenté de dissimuler ce qui restait de sa drogue avant leur arrivée. « Vos enfants sont en sécurité », déclara fermement Michel, se plaçant entre Walter et Vanessa. « Ce n'est pas ce que l'on peut dire de leur maison, pas de gaz, pas de nourriture, pas de surveillance. »« Nous revenons », expliqua rapidement Walter, sa voix teintée de désespoir. « Ils vont bien, ils savent comment prendre soin d'eux-mêmes, ajouta-t-il. « Je m'avance, » intervint Félix, brandissant sa carte d'agente de protection de l'enfance, « ils ont 9 et 6 ans. Monsieur Gross, ils ne devraient pas savoir prendre soin d'eux-mêmes. » Pendant un bref instant, une clarté traversa la brume dans l'esprit de Vanessa. « Jacob prend tellement bien soin de Janet, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « C'est un si bon garçon, c'est un enfant. » « Vanessa, »
dit Félix d'une voix posée, votre fils, il fait maintenant votre travail. Walter réagit brusquement, saisissant le bras de Vanessa avec urgence. Nous n'avons pas à écouter ça, aboya-t-il. Nous pouvons, si nous le voulons, rétorqua Michel en se plaçant devant lui. Vanessa, nous sommes ici pour vous informer que vos enfants ont été placés en famille d'accueil d'urgence. Vous devrez comparaître devant un juge de la famille pour discuter de la garde. La nouvelle frappa Vanessa comme un coup physique. Elle s'effondra sur le lit. Est-ce qu'ils ont emmené mes bébés? Est-ce qu'ils sont partis d'eux-mêmes? Non, corrigea Félix, Jacob a emmené Janet jusqu'à la porte du voisin parce qu'ils avaient froid et faim. Voulez-vous savoir ce que nous avons trouvé dans votre appartement? Regardez ces photos. Le masque de Walter se fissura. C'est absurde, les enfants vont bien, dit-il. Vanessa est une bonne mère, intervint Michel. Quand? Le défia Vanessa. Quand vous n'êtes pas là, quand il n'y a pas de drogue, quand vous rentrez vraiment à la maison, commença-t-elle. Vanessa se mit à se balancer, s'enlaçant elle-même. J'aime mes enfants, murmura-t-elle, je les aime de tout mon cœur. L'amour ne suffit pas, dit Félix en sortant une carte et en la lui tendant, mais cela peut être un début. Il y a un lit disponible pour vous au centre de réadaptation de Houston, dès aujourd'hui. Vous pouvez choisir de vous battre pour eux, Vanessa. Walter rit d'un rire acerbe. Réadaptation? Tu penses que c'est la solution, Vanessa, ma chère? N'écoute pas, nous allons récupérer les enfants, intervint M. Gross. Reculez, ce n'est pas votre décision. Les minutes qui suivirent furent chaotiques. Walter commença à crier, réalisant qu'il perdait le contrôle. Vanessa, submergée et redescendant d'un bas, éclata en sanglots. 3 officiers durent retenir Walter lorsqu'il tenta d'empêcher Vanessa de partir avec Félix pour en savoir plus sur le programme de réadaptation. Finalement, Vanessa s'assit à l'arrière de la voiture de Félix, regardant par la fenêtre alors qu'il s'éloignait du Star Motel. Les hurlements de Walter s'évanouissaient derrière eux, tout comme les derniers vestiges de la vie qu'elle avait menée. « Ils doivent me détester », murmura-t-elle, regardant la ville se brouiller autour d'elle. « Mes bébés doivent me détester », ajouta Félix en la regardant dans le rétroviseur. « Ils t'aiment, répliqua-t-il doucement, c'est pour cela que ça leur fait tant mal. Jacob marque encore tes beaux jours d'étoiles sur le calendrier. Il met des étoiles quand tu ris, quand tu prépares le petit déjeuner, quand tu es vraiment présente. » Le son qui s'échappa de la gorge de Vanessa fut à moitié sanglot, à moitié rire. Des étoiles, il a toujours aimé les étoiles. Avant que Janet ne naisse, avant que tout ne tourne mal, nous allions au parc pour observer les constellations. Tu peux recommencer, dit Félix. Mais d'abord, tu dois te retrouver, ajouta-t-il. Lorsque la voiture s'arrêta devant le centre de réadaptation, la main de Vanessa tremblait sur la poignée de la porte. Et si je n'y arrive pas? Et si je les déçois encore? Lève-toi et essaie encore, répondit Félix. Pour l'instant, vos enfants sont en sécurité. Ils ont de la nourriture et un endroit chaud pour dormir. On vous donne la chance de vous rétablir. Serez-vous capable d'en profiter? Vanessa sortit de la voiture, c'est pas incertain, mais se redressa en regardant le bâtiment, le soleil se couchant derrière lui, peignant le ciel en violet et orange. Quelque part dans la ville, dans l'appartement de la Dr Rivers, 2 enfants étaient assis à une vraie table, avec des assiettes propres et des verres pleins. Et devant le centre de réadaptation, leur mère faisait le premier pas vers leur retour. L'appartement de la Dr Karen Rivers se transforma dans les jours qui suivirent, laissant place à l'enfance dans son espace élégant. Des dessins de Janet ornaient le réfrigérateur, maintenus par des maniets en forme de lettres, tandis que les manuels de Jacob trouvaient leur place sur l'étagère inférieure de la bibliothèque, de petits changements qui parlaient d'une confiance grandissante. La lumière du matin se déversait par la fenêtre de la cuisine alors que la doctoresse préparait le petit déjeuner, regardant Jacob aider Janet à boutonner sa veste. C'était le 4e jour qu'il passait avec elle, et la première fois que Jacob la laissait cuisiner sans surveiller chaque mouvement. « N'oublie pas de manger tout ton déjeuner aujourd'hui », répétait-il à Janet en vérifiant son sac pour la 3e fois. « Oh !»« Oui, je promets », répondit Janet en jouant avec un élastique papillon que la doctoresse lui avait acheté, incapable de s'en détacher. « Janet ira bien », déclara Jacob d'une voix experte en posant des assiettes d'œufs brouillés et de toast sur la table. « Tu n'as pas besoin de trop t'inquiéter, ajouta-t-il. Les mains de Jacob s'arrêtèrent sur le sac à dos de sa sœur. « Je sais », admit-elle doucement, presque en chuchotant. « C'est difficile parce que tu t'occupes d'elle depuis si longtemps. » La doctoresse répondit. « Mais maintenant,
tu n'es plus seul. Les enfants s'assirent à la table. Janet attaqua avec entrain ses œufs, tandis que Jacob prenait de petits morceaux de toast. La doctoresse remarqua combien il surveillait attentivement sa sœur, attendant que son assiette soit vide avant de se sentir à l'aise pour manger. « Do Rivers, dit Janet, la bouche pleine, puis-je prendre une autre pomme pour la récréation, au cas où Jacob oublierait de manger ?» Le cœur de la doctoresse se serra en voyant ce renversement des rôles, la petite sœur s'occupant désormais de son grand frère, celui qui avait toujours été son protecteur. « Bien sûr, ma chérie, et peut-être que Jacob promettra aussi de manger, n'est-ce pas, Jacob ?» Jacob rougit en regardant son assiette à peine entamée. « Je vais essayer après le petit déjeuner. » La doctoresse les accompagna à l'école dans une nouvelle routine, encore fragile et en formation. Janet courait en avant, pointant du doigt des chiens et des oiseaux, tandis que Jacob marchait plus près de Karen, c'est pas prudent. « Aujourd'hui, c'est ta première visite supervisée avec ta mère, dit la doctoresse. C'est après l'école, Félix sera là et je serai dans une autre aile en cas de besoin. » Jacob ralentit. « Elle va bien, murmura-t-il, elle est en réadaptation depuis 3 jours, selon Félix. Elle suit les règles et prend le processus au sérieux. Et Walter, il ne peut pas s'approcher du centre, ni vous. » Ils marchèrent en silence pendant un moment, Janet poursuivant une feuille flottante dans l'air. Enfin, Jacob parla doucement, la voix chargée d'émotion. « Parfois, elle me manque tellement, ça fait mal, mais j'aimerais qu'elle soit comme avant, pas comme elle est maintenant. » La doctoresse résista à l'envie de le prendre dans ses bras, sachant qu'il n'était pas encore prêt. « Il est normal de ressentir cela, Jacob. Tu peux la regretter tout en étant en colère. Ces 2 sentiments sont valables. » Ils arrivèrent à l'entrée de l'école. Janet donna à la doctoresse un rapide câlin avant de courir rejoindre ses amis. « Elle est heureuse, » dit Jacob, étonné. « Elle le mérite, tous les deux, » acquiesça la doctoresse. « À plus tard, doctoresse, » dit-il en suivant sa sœur à l'intérieur. Le reste de la journée sembla interminable pour Karen, qui passa son temps à préparer la salle pour la visite supervisée. Elle déplaça des objets fragiles et disposa de l'eau et des mouchoirs à portée de main. Félix arriva en avance pour la mettre au courant. « Vanessa traverse un sevrage, » expliqua-t-elle. « Ça a été difficile, mais elle tient bon. Elle sait que cette visite dépend de son abstinence. » Les enfants arrivèrent à l'heure habituelle. Janet bavardait avec enthousiasme à propos de son cours d'art, tandis que Jacob restait silencieux, l'anxiété se lisant dans chacun de ses gestes. Quand Vanessa arriva, le changement en elle était évident. 3 jours de sobriété avaient apporté une clarté à son regard, bien que ses mains tremblassent encore légèrement alors qu'elle s'asseyait sur le canapé. Dès que Janet s'écria « Maman !» et se jeta dans ses bras, la détermination de Vanessa s'effondra. « Ma fille !» murmura-t-elle en la serrant fort, « ma princesse. » « Jacob, » dit-elle d'une voix tremblante, « mon brave garçon, mon précieux garçon. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. » Ce qui suivit fut consigné par la docteure Rivers. Jacob fit un pas, puis un autre, le visage déchiré par 1000 émotions, et finalement, il se laissa étreindre par sa mère, pleurant comme l'enfant qu'il était, et non l'adulte que la vie l'avait forcé à devenir. Si cet épisode vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous. La visite dura 1 heure. L'appel arriva à 2h47 du matin, brisant le silence de l'appartement de la docteure Rivers. La voix de Félix était urgente, « Vanessa a fait une overdose, elle est à l'hôpital général de Houston. Walter a fait passer des drogues en contrebande dans le centre de réadaptation. » La docteure Rivers regarda vers la pièce où Jacob et Janet dormaient paisiblement, pour la première fois depuis des jours. « À quel point est-ce grave ? Il s'occupe d'elle maintenant. Je suis en route pour l'hôpital. Les enfants sont en sécurité avec moi, dit-elle. Tiens-moi au courant, ajouta-t-elle en raccrochant. Elle s'assit dans le salon sombre, les lumières de la ville projetant de longues ombres à travers la fenêtre. Elle savait qu'ailleurs à Houston, dans le froid d'une chambre d'hôpital, Vanessa Graham se battait pour sa vie, la même Vanessa qui était assise sur ce même canapé quelques heures auparavant, montrant de petits signes de progrès. L'empreinte de cette visite lui semblait désormais fragile, comme une bulle de savon sur le point d'éclater. Vanessa avait apporté de petits cadeaux pour chacun de ses enfants, quelques barrettes papillons pour Janet et un cahier pour Jacob. Malgré ses tremblements, elle restait présente, son regard fixe alors qu'elle écoutait Janet raconter des histoires de l'école. Un bruit doux attira l'attention de la doctoresse. Jacob se tenait dans le couloir, sa silhouette se découpant contre la lumière faible. « Il y a quelque chose qui ne va pas, »
dit-il, sans même poser de questions. Assieds-toi, Jacob, l'invita-t-elle en lui indiquant l'endroit vide sur le canapé. Il s'approcha prudemment, comme si chaque pas pesait une tonne, se préparant à de mauvaises nouvelles. En s'asseyant, elle remarqua ses mains se crispant nerveusement sur le bord de sa chemise, le même geste qu'elle avait vu chez Vanessa quelques heures auparavant. « Ta mère est à l'hôpital », expliqua-t-elle d'un ton calme. « Walter a amené des drogues au centre de réadaptation et elle les a prises », ajouta-t-elle. Le souffle de Jacob se coupa, mais il ne pleura pas. « Va-t-elle mourir ?» « Les médecins font tout leur possible, Félix est avec elle », lui promit-elle. La voix de Jacob se brisa. Elle disait qu'elle essayait de changer aujourd'hui, si elle essaie, Jacob. Mais l'addiction est comme un monstre, répondit doucement la doctoresse, elle te fait rompre des promesses, même quand tu as envie de les tenir. Ils se turent, le son lointain des sirènes résonnant dans la rue. Enfin, Jacob reprit, la voix à peine audible. Et si elle meurt ? La question flotta dans l'air comme de la fumée. La doctoresse choisit ses mots avec soin. Alors toi et Janet serez toujours en sécurité. Vous aurez toujours un foyer et des gens qui vous aiment. Mais ne pensons pas à cela pour l'instant. Pour l'instant, ta maman se bat, murmura-t-elle. Elle ne s'est jamais battue comme ça auparavant, pas même quand mon père est parti. Parfois, il faut toucher le fond pour se relever. Qu'est-ce que toucher le fond ? Demanda Jacob. C'est quand les choses vont si mal que tu te rends compte qu'il faut changer, hésita le docteur. Parfois, cela signifie presque tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. La nuit s'étira. Le docteur prépara un chocolat chaud et ils s'assirent ensemble en attendant des nouvelles. Jacob ne pleura pas, mais sa main serra fermement la sienne. À 4h23 du matin, F appela de nouveau. Elle est stable, ils sont arrivés à temps. Walter a été arrêté, il sera inculpé de trafic de drogue à la clinique. Tandis que le docteur annonçait la nouvelle, l'emprise de Jacob sur sa main se relâcha légèrement. Peut-on la voir ? Peut-être demain, si les médecins le permettent. Elle a besoin de se reposer. Est-ce que Janet doit le savoir ? Demanda-t-il. Une telle maturité dans son inquiétude pour sa sœur brisa le cœur du docteur. Nous lui dirons que maman est très tombée malade et que les médecins l'aident, elle n'a pas besoin de connaître tous les détails. Alors que le docteur s'approchait, Jacob, épuisé par l'inquiétude, finit par s'endormir sur le canapé. Le docteur le couvrit d'une couverture et s'assit pour le regarder. Elle remarqua que, tandis que son visage se détendait dans le sommeil, il paraissait, une fois de plus, avoir son âge réel. Plus tard ce matin-là, Janet entra en sautillant dans la pièce et s'arrêta net en voyant son frère endormi. « Jacob, ça va ?» demanda-t-elle, l'inquiétude marquant son visage. « Il a passé une nuit difficile, » expliqua le docteur. « Laisse-le dormir encore un peu. » Pendant que le docteur aidait Janet à préparer le petit déjeuner, elle pensa au cycle, à la manière dont il se perpétue et à comment ils peuvent être brisés. Janet s'inquiétait pour Jacob qui, à son tour, s'inquiétait pour elle, qui s'inquiétait pour leur maman, qui craignait de les laisser tous tomber. Mais peut-être, juste peut-être, était-ce là son véritable fond. Peut-être était-ce le moment où le cycle vicieux allait se rompre. À l'hôpital, Vanessa ouvrit les yeux pour trouver Félix Morrison assis à côté de son lit. Les symptômes de sevrage revenaient, plus fort cette fois, mais quelque chose avait changé. L'image du visage de Jacob, si mature, si inquiet, si semblable au sien, restait avec elle à travers les tremblements et la nausée. Cette fois, quand les médecins lui offrirent une place dans un programme résidentiel de longue durée, elle accepta avant qu'il n'ait fini de parler. Parfois, il faut tout perdre pour se souvenir de ce qui compte vraiment. Parfois, toucher le fond n'est que le début. Le centre de réadaptation résidentielle était situé en périphérie de Houston, un ensemble de bâtiments en briques rouges entourés de pins. Cela faisait 6 semaines depuis la surdose de Vanessa et cet endroit était devenu son monde. Thérapie de groupe, séances individuelles et visites strictement surveillées avec ses enfants. La séance de thérapie familiale d'aujourd'hui était différente. Le docteur Melissa Chen, la thérapeute principale du centre, avait demandé que Jacob vienne seul, sans Janet. Le garçon était assis, raide, dans un fauteuil surdimensionné, les pieds pendant dans le vide, fixant sa mère de l'autre côté de la pièce. « Jacob » commença le docteur. La Chen remarqua le changement. « Aujourd'hui, nous allons parler de ton père. » Les épaules de l'enfant se crispèrent immédiatement. Les mains de Vanessa, posées sur ses genoux, commencèrent à trembler, signe de sevrage qui apparaissait dans les moments de stress. « Pourquoi » demanda Jacob à peine audible. «
Parce que la colère qui reste inexprimée ne disparaît pas, elle ne fait que pourrir et s'enraciner, expliqua le docteur Chen. Félix Morrison observait silencieusement depuis le coin. Il avait passé des semaines à retrouver Harold Graham, le père de Jacob et Janet. Ce qu'il avait découvert ne faisait qu'alimenter la rage silencieuse à l'intérieur du garçon, une maison confortable à San Diego, 2 enfants bien nourris, une vie qui laissait entrevoir le genre de père qu'il aurait pu être, mais qu'il choisit de ne pas être. Il a une autre famille, déclara soudain Jacob, les poings serrés. Mieux ? Le soupir douloureux de Vanessa résonna dans la pièce. Mon chéri, ce n'est pas mieux, poursuivit Jacob d'une voix qui montait. Juste neuf, propre, pas brisé comme nous. Nous ne sommes pas brisés. Vanessa murmura, la voix vacillante, nous guérissons. Les mots de Jacob sortirent comme s'ils avaient été emprisonnés pendant des années. Il est parti quand Janet était bébé, il nous a laissés avec rien, et puis tu as commencé à consommer, conclut Vanessa. Après son départ, je les ai utilisés pour engourdir la douleur. C'était mon choix, avoua-t-elle. Jacob, un choix terrible et égoïste, intervint le docteur Chen en se penchant en avant. Jacob, il est normal de ressentir de la colère envers tes parents, tu n'as pas à chercher à leur en vouloir, ajouta-t-elle. Le garçon inspira vivement. Je le déteste, murmura-t-il. Mais parfois, je te déteste aussi, maman, et puis je me déteste de te détester. Vanessa se mit à genoux devant lui. Écoute-moi, Jacob, Alejandro Graham, tu as tout à fait le droit de détester ce que j'ai fait, tu as tout à fait le droit de détester mon échec envers toi, mais n'ose surtout pas te détester pour ce que tu ressens. Janet, elle t'a toujours eu, continua-t-elle, la voix se brisant. Tu t'es occupé d'elle quand je ne pouvais pas, quand je ne voulais pas, mais ce temps est révolu, c'est à mon tour d'être la mère. Félix observa les murs que Jacob avait érigés autour de lui commencer à s'effriter lorsqu'il finit par éclater en sanglots, un cri déchirant, des années de douleur accumulées se déversant enfin. Vanessa le serra fort, des larmes coulant sur son propre visage, tandis que le docteur Chen restait silencieuse, leur donnant l'espace nécessaire pour s'effondrer et commencer à guérir. Cet après-midi-là, de retour à l'appartement du docteur Rivers, Jacob était assis à la table de la cuisine, travaillant sur ses devoirs, tandis que Janet coloriait à côté de lui. Le docteur Rivers remarqua combien il semblait plus léger, comme s'il avait abandonné un fardeau bien trop lourd pour quelqu'un de son âge. « Jacob », demanda le docteur Rivers en levant les yeux de ses exercices de mathématiques, « penses-tu vraiment que maman se rétablira cette fois-ci » Le docteur Rivers fit une pause, réfléchit un instant avant de répondre. « Je crois qu'elle fait un effort plus grand que jamais et je pense que, lorsqu'on a un endroit sûr où revenir, il est plus facile d'être courageux, comme quand nous avons trouvé un endroit sûr avec toi. » Exactement, dit Jacob d'une voix pleine d'espoir. Janet leva fièrement son dessin. « J'ai dessiné maman », s'exclama-t-elle. « Regarde, elle sourit et ses yeux ne sont plus troubles. » Jacob observa le dessin. Il représentait Vanessa, debout au milieu de fleurs, avec des yeux clairs et brillants. « Ouais, dit-il doucement, c'est comme ça qu'elle commence à paraître à nouveau. » La route vers la guérison était encore longue, remplie de séances de thérapie, de visites surveillées et d'inévitables hauts et bas, mais là, dans la cuisine de l'appartement du docteur Rivers, en regardant Jacob aider Janet avec ses coloriages, la destination semblait moins importante que le voyage lui-même. À l'extérieur, la pluie à Houston tapotait doucement contre la fenêtre. Quelque part en périphérie de la ville, dans un centre de réadaptation entouré de pins, Vanessa Graham écrivait dans son journal sur le pardon des autres, de soi-même, et le long chemin du retour vers ses enfants. La pluie à San Diego est différente de celle de Houston, pensa Jacob. Elle est d'une force et d'une persistance différentes. Il se tenait aux côtés de Félix Morrison sur le trottoir mouillé, regardant la maison à 2 étages avec sa pelouse soignée et une porte jaune qui semblait, elle aussi, vouloir leur souhaiter la bienvenue. La maison de Harold Graham, tu n'es pas obligé de faire ça, lui rappela Félix, sentant son hésitation. On peut faire demi-tour maintenant, ajouta-t-il. Après des semaines d'incertitude et de nombreuses séances de thérapie, Harold avait accepté de rencontrer son fils. Pas Janet, elle était encore trop jeune, avait décidé les thérapeutes et elle se souvenait à peine de lui, mais Jacob avait besoin de lui. « Je veux faire ça », répondit-il, essayant de paraître plus confiant qu'il ne se sentait. « J'ai besoin de le voir. » La porte s'ouvrit avant même qu'il n'ait eu le temps de frapper. Harold Graham se tenait là, un homme que Jacob ne connaissait que par des photos floues et des souvenirs fanés, dans la quarantaine. Il avait l'air réussi et calme, tout ce qu'il n'avait pas été quand il les avait quittés. « Harold »,
dit Jacob d'une voix étranglée par l'émotion, tu es devenu un homme. Jacob resta silencieux, absorbant la vie que son père avait bâtie sans eux. À travers la porte entr'ouverte, il pouvait voir des dessins d'enfants sur les murs, des photos de famille, et une cuisine où se dégageait l'odeur de biscuits fraîchement cuits, autant de choses dont il avait appris à se passer. Une femme apparut derrière Harold, Amanda, sa nouvelle épouse. Elle sourit chaleureusement mais avec une certaine incertitude. « Veux-tu entrer ? J'ai préparé du chocolat chaud. » La réponse de Jacob fut douce mais ferme. « Je ne suis pas venu pour le chocolat chaud. » Félix posa une main réconfortante sur son épaule tandis qu'Harold montait sur le porche et refermait la porte derrière lui. Tous trois restèrent là, sous la pluie, une cascade d'eau encadrant maladroitement leurs retrouvailles. « Je te dois une explication, » commença Harold. « Non, » intervint Jacob, se surprenant par sa clarté. « Tu me dois la vérité. Pourquoi n'avons-nous pas été assez bien ?» La question plana dans l'air, lourde du poids de la pluie. Harold sembla vieillir de plusieurs années en cet instant, sa contenance s'effondrant. « Tu vois, » balbutia-t-il, « j'étais jeune et effrayé. Ta maman n'était pas. » La voix de Jacob se fit plus tranchante. « Ne blâme pas maman. Elle s'est effondrée après ton départ, mais toi, tu as tout simplement commencé une toute nouvelle vie, comme si nous n'avions jamais existé. » À travers la fenêtre, Jacob pouvait voir un mouvement. Les autres enfants d'Harold, observant avec curiosité, l'un semblait avoir l'âge de Janet, l'autre quelques années de moins, tous bien nourris, bien soignés et confiants en présence de leur père. « Je vois tes nouveaux gosses, » dit Jacob doucement. « Tes enfants de remplacement, ceux que tu n'as pas abandonnés. Jacob, s'il te plaît. » Janet pleure parfois la nuit, elle ne se souvient pas de toi, mais elle regrette l'idée d'avoir un père. Je lui racontais des histoires où tu étais agent secret ou astronaute, tout sauf la vérité. Harold tenta de faire un pas en avant, mais Jacob recula, cherchant du réconfort auprès de Félix. « J'avais besoin de toi, » continua Jacob, la voix tremblante. « Quand maman a commencé à consommer, quand j'ai dû apprendre à cuisiner pour Janet, quand nous avions froid, faim et peur, j'avais besoin de mon père. Mais tu n'étais pas seulement absent, tu avais une toute nouvelle vie. »« Je t'envoie de l'argent maintenant, » murmura Harold. « Depuis que le juge l'a ordonné, de l'argent. » Jacob laissa échapper un rire amer, un rire qui semblait déplacé pour son âge. « Je n'avais pas besoin d'argent, j'avais besoin de mon père. » La pluie s'intensifia, mais personne ne bougea. Félix observait en silence tandis que Jacob levait les yeux pour croiser ceux d'Harold. « Je suis venu parce que j'avais besoin de voir, » dit-il, « savoir si tu étais un monstre qui nous a blessés ou juste quelqu'un de faible. Et maintenant, je sais. » Harold tressaillit, comme frappé. « Que sais-tu, toi, qu'un homme qui fait de mauvais choix ne doit plus les porter sur ses épaules. » Jacob se tourna vers Félix. « Je veux rentrer à la maison. » À peine avait-il commencé à s'éloigner qu'Harold cria après eux. « Jacob, attends, je veux arranger les choses. » Le garçon s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Tu ne peux pas arranger ça, » dit calmement Jacob. « Mais ce n'est pas grave, maintenant j'ai des gens qui sont vraiment là pour moi, de vraies personnes. Et maman, elle se bat pour revenir dans nos vies, elle ne s'enfuit pas. » Le trajet de retour vers Houston fut silencieux, mais pas inconfortable. Quelque part après Saltillo, Jacob reprit la parole. Le docteur Rivers dit qu'il faut parfois affronter nos fantômes pour pouvoir les laisser partir. Félix jeta un coup d'œil sur lui du coin de l'œil. Les as-tu laissés partir ? Je pense que je suis prêt à arrêter d'attendre qu'ils deviennent le père dont j'avais besoin, répondit Jacob en regardant les gouttes de pluie glisser le long de la fenêtre. Maintenant, j'ai d'autres personnes. Ce soir-là, dans l'appartement du docteur Rivers, Janet montra à Jacob son dernier dessin, sa famille choisie, étrange et belle, Karen avec ses livres et ses biscuits, Félix avec ses papiers, l'officier Rogers avec son sourire protecteur, et maman qui devenait plus forte chaque jour en réhabilitation, au centre. Jacob et Janet n'étaient plus seuls. « Veux-tu que je dessine papa ?» demanda innocemment Janet. Jacob regarda le dessin puis le regard autour de la famille qu'ils avaient bâtie, une famille qui les avait sauvés quand leur famille biologique les avait abandonnés. « Non, » répondit-il en tirant sa sœur vers lui, « c'est parfait comme ça. » 3 mois s'étaient écoulés depuis que Vanessa avait entamé sa récupération. La vie avait complètement changé. La lumière du matin inondait la cuisine de la maison du docteur, illuminant les cheveux de Janet alors qu'elle disposait des tranches de bananes sur son bol de flocons d'avoine pour former un visage souriant. Jacob était assis à côté d'elle, mangeant son petit déjeuner sans jeter un regard vers la porte ni vérifier l'heure de manière obsessionnelle.
Ils évaluent maman, dit-il doucement, s'adressant au docteur qui préparait leur boîte à lunch. Elle hocha la tête en ajoutant un biscuit supplémentaire dans chaque sac, une petite récompense pour les cœurs courageux. Oui, le centre décidera s'il pense qu'elle est prête pour un traitement ambulatoire, répondit le docteur. Félix avait expliqué cela la semaine précédente. Si Vanessa passait l'évaluation, elle déménagerait dans une maison de transition, avec plus de liberté et plus de visites avec ses enfants. Vivra-t-elle avec nous alors ? Demanda Janet en levant les yeux de son bol souriant de flocons d'avoine. Pas tout de suite, mon ange, répondit le docteur. D'abord, elle doit montrer qu'elle peut prendre soin d'elle-même, puis nous verrons la suite. Les changements de Vanessa étaient évidents, semaine après semaine. Elle semblait plus forte, plus présente, prenait un peu de poids et ses mains ne tremblaient presque plus. En thérapie, elle avait commencé à démêler les traumatismes de son enfance, comprenant comment il l'avait conduite à prendre les décisions qu'elle avait prises, mais surtout, elle avait commencé à reconstruire sa relation avec ses enfants, surtout avec Jacob. Leur séance de thérapie familiale hebdomadaire était passée de confrontations pleines de larmes à des discussions honnêtes sur la peur, la confiance et le pardon. « J'ai obtenu mon dernier test de maths », dit Jacob en repoussant son bol vide, celui que j'ai réussi avec 10. Elle devait être tellement fière, sourit le docteur. Oui, fit une pause Jacob en choisissant soigneusement ses mots. Elle est fière, mais d'une autre manière maintenant. Avant, quand elle consommait, elle s'excitait tellement et faisait d'énormes promesses de fêtes et de cadeaux. Maintenant, elle me voit vraiment. Ils continuèrent leur routine matinale, vérifier les cartables, se brosser les dents et lasser leurs chaussures pour aller à l'école. Le docteur remarqua que Jacob ne scrutait plus chaque recoin à la recherche de sa maman ou de Salomon, il marchait plus léger, comme l'enfant qu'il était vraiment. Plus tard dans l'après-midi, Félix appela avec des nouvelles concernant l'évaluation, « Elle a réussi », annonça-t-elle d'une voix pleine de satisfaction. Avec mention. L'équipe de traitement dit qu'elle est l'une des patientes les plus engagées, qu'elle a déjà trouvé un emploi dans une boulangerie qui aide les personnes en rétablissement, et qu'elle est inscrite à des cours de community college pour le semestre prochain. Le docteur partagea la nouvelle avec les enfants lors du dîner. Janet applaudit avec enthousiasme, tandis que Jacob répondit, plus réservé, plein d'espoir mais prudent, comme quelqu'un qui a appris à ne pas faire confiance trop rapidement. « Quand pourrons-nous la voir » demanda-t-il. « Elle déménagera dans la maison de transition ce week-end » expliqua le docteur. « Ensuite, vous pourrez la voir 2 fois par semaine au lieu d'une, et si tout se passe bien, elle pourrait même vous emmener au parc ou à la bibliothèque bientôt, sous surveillance. » « Jacob, c'est très pratique, » dit-il au début. « Oui, mais c'est une bonne chose, » répliqua Jacob. « Ta maman fait ce qu'il faut pour se rétablir. » Ce soir-là, alors que le docteur passait devant la chambre des enfants, elle entendit Jacob raconter à Janet une nouvelle version de son histoire de pingouin. Ce n'était plus l'histoire de 2 pingouins devant s'occuper l'un de l'autre seuls, c'était désormais l'histoire d'une famille de pingouins unis, apprenant à nager à travers des eaux tumultueuses vers des mers karmiques. Dans son bureau, le docteur feuilleta le dossier que Félix avait laissé. Il contenait des documents sur les options de tutelle à long terme, des recommandations pour maintenir la stabilité et soutenir la réunification familiale. La route serait longue et nécessiterait équilibre, patience et soutien inébranlable, mais voir Jacob rire avec Janet pendant le petit déjeuner, voir comment il jouait pendant la récréation au lieu de la surveiller à chaque instant, ou comment il tenait un journal de ses propres sentiments au lieu de simplement noter les « bonjours » de sa maman, autant de petites victoires qui montraient à quel point ils avaient progressé. Ils construisaient quelque chose de nouveau, brique par brique, avec soin, pas une famille parfaite, mais une famille réelle, qui reconnaissait ses fissures et ses cicatrices tout en choisissant chaque jour de guérir et de se renforcer. Quand le docteur éteignit les lumières pour aller se coucher, elle entendit la voix de Jacob, dans l'obscurité de sa chambre, dire « Docteur Rivers, merci d'être notre havre de paix. » Ces mots résonnèrent dans le silence de l'appartement, leur rappelant tout le chemin parcouru et les innombrables choses encore à portée de main. Un beau mardi matin, au début du printemps, 6 mois après cette nuit désespérée où Jacob avait porté Janet jusqu'au cabinet du docteur Rivers, la famille Graham se rassembla dans la salle d'attente du docteur pour célébrer. Ce n'était pas une célébration traditionnelle, mais elle avait une signification incroyable à sa manière. Vanessa était sobre depuis 180 jours. Assise sur le canapé, elle tenait un petit gâteau qu'elle avait elle-même préparé dans la boulangerie où elle travaillait. Ses cheveux étaient attachés, révélant des yeux pétillants et un visage qui avait retrouvé sa vitalité. Une puce en argent, marquant ses 6 mois de sobriété, pendait à une chaîne autour de son cou. « Je ne pensais pas qu'on avait besoin de bougies, »
dit-elle doucement en regardant ses enfants. Nous avons eu assez d'obscurité. Jacob s'assit à côté d'elle, ne ressentant plus le besoin de surveiller chacun de ses gestes par peur d'une rechute. Son 10e anniversaire était passé la semaine précédente. Enfin, il pouvait se comporter comme l'enfant qu'il était, au lieu de porter le poids des responsabilités d'adulte. Janet vint se poser à côté d'elle sur le canapé, ses pinces à papillons scintillant au soleil. Félix Morrison et l'officier Michel Rogers étaient également là, faisant partie intégrante de cette famille non conventionnelle. Ils avaient apporté des papiers, il y avait toujours des papiers, mais ceux-ci étaient du bon genre, des plans pour des visites à domicile surveillées, des calendriers de thérapie familiale et des directives pour une réintégration progressive. « Je veux partager quelque chose », dit Vanessa en posant le gâteau sur la table basse. Elle sortit un carnet, le même qu'elle avait offert à Jacob il y a quelques mois pendant le traitement. « On nous encourage à écrire des lettres à ceux que nous avons blessés. J'en ai écrit beaucoup pour vous deux, mais celle-ci, je veux la lire à haute voix. » Le docteur Rivers observa comment Jacob prit instinctivement la main de Janet, un geste protecteur devenu un soutien mutuel. « Cher Jacob et Janet, commença-t-elle d'une voix posée, il n'existe pas de mot assez grand pour exprimer mes regrets, ma honte ou l'amour que j'ai pour vous. Pendant des années, j'ai choisi l'obscurité plutôt que votre lumière. J'ai forcé Jacob à devenir un père alors que tu n'étais qu'un enfant, et j'ai privé Janet de la sécurité qu'elle mérite. Pourtant, vous n'avez jamais cessé de m'aimer, même dans mes pires moments. Jacob, tu as marqué des étoiles sur le calendrier pour mes bons jours, et Janet, tu n'as cessé de dessiner des images de moi avec un sourire, toujours plein d'espoir. Je ne peux pas effacer le passé, je ne peux pas vous rendre l'enfance que mes choix vous ont volée, mais je peux vous promettre ceci, chaque jour, je choisis la guérison. Chaque matin, je choisis d'être à nouveau votre mère, non pas la mère qui vous a laissé frigorifier et affamé, mais celle que vous avez toujours méritée. Vous m'avez montré ce qu'est la véritable force, Jacob, en guidant ta sœur à travers l'obscurité pour chercher de l'aide, et Janet, en gardant ton cœur ouvert et plein d'amour malgré tout. C'est ça, la force. Et maintenant, grâce à cette nouvelle famille. Vanessa désigna le docteur Rivers, Félix et l'officier Rogers. J'apprends ma propre force. Nous ne sommes pas une famille conventionnelle, notre guérison ne suit pas un chemin conventionnel, mais peut-être est-ce acceptable, peut-être sommes-nous exactement ce que nous devions être, avec toutes nos cicatrices. Vanessa referma son carnet, des larmes coulant librement sur son visage. Jacob fut le premier à bouger, l'enlaçant. Janet se joignit à lui, pendant un moment, ils s'étreignirent, mêlant larmes et rires. Le docteur rencontra le regard de Félix, ressentant ses propres émotions se refléter. Ils avaient tous été transformés par cette histoire. Les enfants retrouvaient leur sentiment de sécurité, Vanessa retrouvait sa sobriété, et les professionnels faisaient désormais partie d'une famille dont le chemin brisait les conventions. Plus tard, en partageant le gâteau que Vanessa avait préparé, Janet sortit son dernier dessin. Il représentait toute la famille élargie, Vanessa, debout fièrement, le regard clair, Jacob, libéré du poids du monde, Janet, entourée de fleurs et de papillons, le docteur tenant ses livres, Félix avec ses papiers, et l'officier Rogers avec son insigne en arrière-plan. Dans l'immeuble, la fenêtre du docteur brillait tel un phare. « Voici notre famille », annonça fièrement Janet. « Nous tous », ajouta Jacob en regardant le dessin, puis en balayant la pièce du regard. Une famille non pas liée par le sang, mais par la volonté de guérir et de se soutenir mutuellement, une famille qui est présente quand l'original ne pouvait pas ou ne voulait pas l'être. « Ouais », dit-il en attrapant un autre morceau de gâteau, insouciant, tel un enfant qui n'a plus peur de manquer de nourriture. « C'est nous. » La lumière printanière inondait les fenêtres, illuminant chaque visage dans la pièce. Dehors, Houston s'éveillait à une nouvelle journée, mais à l'intérieur, à cet instant précis, quelque chose d'aussi précieux s'était réveillé. La certitude que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est, mais celle que l'on construit à partir des cendres de ce que l'on a perdu. Vanessa toucha doucement sa médaille des 6 mois de sobriété. Jacob rit à quelque chose que dit l'officier Rogers et Janet commença à planifier son prochain dessin. Il n'était pas parfait, pas encore complètement guéri, mais ils étaient ensemble, se choisissant les uns les autres chaque jour, bâtissant quelque chose de nouveau et solide, un type différent de famille, oui, mais toujours une famille au final. Si ce film touche ton cœur, laisse ta marque en likant et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires pleines de sens avec nous. Et si tu as aimé cette histoire, partage-la avec tes amis sur WhatsApp, et maintenant, partage tes sentiments avec nous et raconte-nous tes propres histoires. Chaque mot que tu partages est une brique qui aide à construire notre communauté forte et durable.
Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manque pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt, nous sommes toujours là pour te proposer le meilleur, avec de profondes valeurs et toujours divertissant. À très bientôt.